Et si le destin du Burkina Faso, et peut-être celui de tout un continent, reposait sur une unique décision prise au petit matin? Ce jour-là, Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé, ordonne l'arrêt immédiat de toutes les importations d'intrants agricoles venus d'Occident. D'un seul geste, le pays rompt avec des décennies de dépendance, bouleversant l'ordre établi dans l'agriculture africaine. Ce choix radical fait basculer près de 2,7 milliards de dollars la valeur annuelle de ces semences, engrais et produits chimiques importés jusque-là. Un pari économique vertigineux qui pourrait provoquer des ruptures alimentaires, enflammer les prix et ébranler la paix sociale. Pour Traoré, cette décision n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est un acte de souveraineté. Trop longtemps, chaque récolte dépendait de grains et de fertilisants fabriqués ailleurs, sous la coupe des marchés mondiaux. En rejetant soudain ces béquilles occidentales, le Burkina Faso mise tout sur la reconquête de son autonomie agricole. Mais à quel coût? La menace d'une pénurie plane déjà, tandis que les experts internationaux annoncent la catastrophe. Pourtant, au cœur du pays, ce pari impossible devient aussi une étincelle d'espoir, celle de reprendre la maîtrise de la terre, d'innover et de bâtir un modèle inspiré par la résilience du Sahel. Reste une question brûlante. Ce geste sera-t-il le premier acte d'une révolution africaine ou le prélude à une crise inédite? Le pays avance sur un fil entre fierté retrouvée et risque d'effondrement. À travers cette rupture, c'est l'image même du Burkina Faso qui se transforme sous les yeux du monde, et toute l'Afrique retient son souffle, suspendue à l'issue de ce bras de fer. Dans les rues de Ouagadougou, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Comment cette décision historique va-t-elle bouleverser la vie quotidienne des Burkinabés? Qu'est-ce qui pousse une nation entière à dire non à un système censé garantir sa survie? Derrière le spectaculaire blocus des intrants agricoles occidentaux, le Burkina Faso cache une histoire longue, tissée de dépendance et de sacrifices. Depuis plus de 50 ans, le pays s'est vu imposer des modèles agricoles venus de l'étranger. Semences hybrides, engrais chimiques, techniques standardisées, saison après saison, chaque récolte dépendait toujours davantage de ressources extérieures qui, au lieu de renforcer les paysans, les enchaînaient à une logique qui n'était pas la leur. Ce piège invisible a un coût immense. Chaque année, le Burkina Faso versait jusqu'à 2,7 milliards de dollars pour acheter ses intrants. Une somme colossale qui quittait le pays, enrichissant les multinationales et creusant le déficit national. Mais l'enjeu n'est pas seulement financier. Cette dépendance s'est infiltrée dans la vie quotidienne, grignotant l'autonomie alimentaire du pays. Les petits producteurs voyant leur savoir-faire marginalisé, contraints de suivre les consignes de bailleurs de fonds et d'experts internationaux. L'aide promettait la prospérité. Elle installait surtout un sentiment d'infériorité et de soumission. Avec le temps, la capacité du Burkina Faso à nourrir sa population est devenue incertaine. Les anciennes variétés, robustes et adaptées au climat sahélien, ont été abandonnées. Désormais, l'approvisionnement en nourriture dépendait d'une poignée de sociétés et de décisions prises loin de Ouagadougou. L'impuissance s'est muée en humiliation collective. La dignité nationale n'était plus un symbole, elle conditionnait l'avenir. Pourquoi continuer à accepter un système qui dicte, année après année, comment cultiver la terre et se nourrir? Pour beaucoup, rester dans cette dépendance signifiait sacrifier la fierté et le contrôle du futur. Mais rompre, c'était risquer des pénuries, voire le chaos économique et social. La peur de l'effondrement s'opposait à la quête d'une liberté enfin retrouvée. C'est dans ce dilemme brûlant qu'Ibrahim Traoré a pris sa décision. Suspendre d'un coup les importations d'intrants occidentaux, c'est ouvrir la porte à une révolution, ou à la tempête. Pourquoi ce geste brutal? Et qu'est-il arrivé dans les jours qui ont suivi ce choix historique? Ce choix radical a bouleversé le quotidien des paysans et a mis à l'épreuve la résilience d'un pays tout entier. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Le chaos tant redouté s'installe-t-il, ou la société burkinabé saura-t-elle inventer d'autres réponses? Aux frontières du Burkina Faso, le choc est immédiat. D'interminables files de camions chargés de semences et d'engrais étrangers sont stoppés net, contraintes de rebrousser chemin par la nouvelle directive. Les images circulent sur les téléphones, provoquant un sentiment de sidération. Pour beaucoup, c'est la fin brutale d'une ère de dépendance, le début d'un saut dans l'inconnu. Dans les marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, les conséquences sont instantanées. Les prix du riz, du maïs, même du pain s'envolent en quelques jours. Les pénuries s'installent. On fait la queue des heures devant les boutiques. La peur de repartir les mains vides grandissant à chaque minute. L'angoisse monte, nourrie par des rumeurs d'effondrement. À l'étranger, la presse s'empare de l'affaire.
Les unes parlent de suicide économique et de crise alimentaire imminente, accusant un peuple de s'être condamné par orgueil. Les analystes internationaux prédisent famine, émeutes, voire un retour à la désolation sahélienne du siècle passé. Pourtant, loin des caméras, une autre histoire se tisse. À Koudougou, à Kaya, à Dédougou, des agriculteurs s'organisent sans attendre une aide venue d'ailleurs. La panique laisse place à la solidarité. De petites coopératives émergent, presque du jour au lendemain. On ressort les semences indigènes, précieusement gardées par les anciens. Dans certains villages, des cérémonies de rupture sont organisées. On brûle solennellement les sacs de semences importées en chantant la fierté retrouvée. C'est un acte de résistance, mais aussi un geste d'espoir. La société civile se mobilise. Des volontaires sillonnent les pistes du Sahel pour former des paysans à l'utilisation de variétés locales, plus robustes face à la sécheresse. Les radios communautaires diffusent en boucle des messages de soutien. Grandissons avec notre terre, pas contre elle. Les réseaux sociaux s'enflamment, partageant astuces et encouragements. Face à l'adversité, une unité nouvelle naît. Chaque famille, chaque village se sent investi d'une mission. Tenir, prouver que l'émancipation est possible. Mais la tension reste palpable. Les stocks baissent. La moindre erreur peut coûter cher. L'ombre de la famine plane toujours. Le Burkina Faso avance sur une ligne de crête. Peut-il survivre sans les intrants étrangers ou court-il à la catastrophe ? L'espoir et le risque s'entremêlent, chaque choix pèse lourd. Le pays tout entier retient son souffle, conscient que le moindre faux pas pourrait lui coûter cher. Mais au cœur de la tourmente, une question nouvelle surgit. Cette épreuve pourrait-elle devenir une chance de réinventer le modèle agricole africain ? Loin de se résigner, certains Burkinabés voient dans cette crise l'opportunité d'un renouveau agricole. Mais l'épreuve ne fait que commencer, et chaque jour amène son lot de défis imprévus. Le Burkina Faso tiendra-t-il tête à la tempête, ou deviendra-t-il l'étincelle d'un renouveau continental ? Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le pays vient de prendre une décision inédite. Couper net l'importation d'intrants agricoles venus d'Occident. À la place, il lance Opération verte la souveraineté. Restaurer des terres arides, réintroduire les semences oubliées, miser sur des engrais 100% organiques. Partout, on revoit surgir le mil, le fonio, le sorgho, des variétés ancestrales, taillées pour résister à la rudesse du Sahel. Mais cette aventure n'est pas un geste isolé. Le Mali et le Niger, confrontés aux mêmes défis, se joignent à l'effort. Les frontières, longtemps verrouillées pour les produits européens, s'ouvrent aux semences locales, aux savoirs transmis de génération en génération. Des réseaux entiers de solidarité régionale émergent. Pour la première fois depuis plus de 30 années, la coopération sahélienne l'emporte sur la dépendance et bouscule l'ordre imposé par les marchés mondiaux. Le pari est immense, et les dangers bien réels. Sécheresse, famine, incertitude sur les récoltes. Les agriculteurs, épaulés par des volontaires et des associations, inventent des solutions. Compost, engrais naturels, techniques d'agroécologie. Chaque village devient un laboratoire où l'on tente de relever, avec des moyens modestes, les défis de la survie et de la dignité. Les débuts sont contrastés. Dans certaines provinces, la terre répond avec générosité. Des récoltes inattendues, des champs qui refleurissent. Ailleurs, la transition est lente, douloureuse, l'eau manque, les outils sont rudimentaires, les sols peinent à se régénérer. L'espoir s'accroche, mais l'inquiétude grandit. À l'étranger, la riposte ne se fait pas attendre. De Washington à Paris, de Bruxelles au siège du FMI, les critiques pleuvent. Isolement dangereux, menaces de sanctions, retrait progressif des aides. Le Burkina Faso fait désormais face à une pression financière inédite, chaque choix pesant plus lourd sur l'économie nationale. Pourtant, le pays tient bon. Et si, contre toute attente, ce modèle résistait ? Des voix s'élèvent d'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Et si le Burkina Faso dessinait la voie d'une nouvelle souveraineté, invitant les autres nations à briser les chaînes des importations et du diktat international ? C'est une épreuve de vérité. La réussite ferait du Burkina Faso un symbole, la preuve vivante qu'une Afrique indépendante peut inventer sa propre agriculture, forte et solidaire. Mais l'échec pourrait replonger le pays dans la précarité et renforcer la tutelle étrangère sur tout le continent. À l'heure où la saison sèche s'intensifie, un compte à rebours s'enclenche. La moindre récolte, la moindre pluie pourrait tout faire basculer. Et si la véritable clé de l'avenir africain résidait dans l'audace collective et l'innovation forgée sur le terrain ? Au Burkina Faso, la souveraineté alimentaire n'est pas un slogan vide. Elle se construit chaque jour par des choix difficiles mais assumés et grâce à une solidarité tangible.
Lorsque l'importation des intrants occidentaux a été suspendue du jour au lendemain, la réponse ne s'est pas fait attendre. Mutualisation des terres, entraide immédiate, partage des savoirs entre générations. Dans chaque village, de nouvelles coopératives voient le jour. Les radios communautaires informent, forment et diffusent des techniques adaptées au climat du Sahel. Ces outils deviennent des remparts contre la crise. On échange des astuces pour économiser l'eau, sélectionner les semences les plus résistantes, améliorer les récoltes avec le peu de moyens disponibles. Sans cette mobilisation générale, la pénurie aurait tout emporté. Mais ici, l'innovation ne veut pas dire seulement technologie. Le salut passe parfois par le retour aux racines, cultiver le mil ou le sorgho sans engrais chimiques, remettre au goût du jour des pratiques ancestrales. Soutenus par la jeunesse et les anciens, ces choix redonnent vie à des terres épuisées et insufflent un espoir inattendu. Ce modèle alternatif défie les anciens dogmes. Désormais, les alliances régionales se multiplient. Échange de semences adaptées, formations croisées, création de marchés communs. La coopération entre voisins devient une alternative crédible à la dépendance et trace le chemin d'une autonomie retrouvée. Mais rien n'est facile. Derrière chaque décision, c'est la dignité nationale qui guide les choix. Refuser la facilité, même face à l'incertitude économique, c'est revendiquer la liberté à tout prix. Pour le peuple burkinabé, la crise actuelle devient l'occasion de réinventer son agriculture et de reprendre le contrôle de son destin. Peut-être est-ce la leçon la plus forte, bâtir un modèle africain, penser par et pour l'Afrique, ancré dans le réel, l'unité et la créativité. Ce pari comporte des risques, il suscite des doutes, mais il inspire déjà au-delà des frontières du Burkina Faso. En définitive, que retenir ? Que chaque crise porte en elle une promesse autant qu'un danger. Souveraineté, solidarité, fierté retrouvée. Et si le chemin le plus difficile était aussi le seul capable de mener vers une liberté authentique ? Mais derrière cette résistance, de nouvelles questions surgissent. Jusqu'où peut-on aller sans rompre l'équilibre fragile entre autonomie et survie ? Le Burkina Faso vient-il de franchir une ligne interdite ou prouve-t-il qu'un autre chemin est possible ? La question résonne désormais bien au-delà de ses frontières. L'audace burkinabé, portée par Ibrahim Traoré, n'est plus un simple pari national. Elle devient un signal d'alarme pour tout le continent africain. Ce que nous venons de suivre n'est pas une décision administrative ou économique banale. C'est l'acte d'un peuple qui prend le risque de rompre avec des décennies de dépendance, refusant la fatalité de l'importation et de la soumission à l'Occident. Le Burkina Faso tente une rupture radicale, cherchant à réinventer sa souveraineté contre vents et marées. Derrière la suspension soudaine des intrants agricoles venus d'Europe et d'Amérique se joue une question brûlante. Un pays africain peut-il, aujourd'hui, façonner son avenir sans l'aide extérieure ? Ibrahim Traoré parie sur la solidarité, la créativité et la résilience des Burkinabés. Ce choix, jugé fou par certains, inspire déjà d'autres nations du Sahel fatiguées d'attendre, de subir. La tension est à son comble. Des institutions financières internationales agitent le spectre de l'effondrement, les médias occidentaux dénoncent un suicide économique, tandis que les villages burkinabés s'organisent dans une mobilisation inédite. Sur cette ligne de crête se jouent deux avenirs. D'un côté, l'angoisse des pénuries, du chaos, de l'isolement. De l'autre, l'espoir d'un modèle agricole, enfin adapté, autonome, digne. Rien n'est écrit. Mais une certitude s'impose. Le Burkina Faso vient d'ouvrir une brèche dans l'ordre établi, là où l'on annonçait la catastrophe. Certains perçoivent la naissance d'une révolution discrète. Sera-ce l'étincelle d'un renouveau africain, ou la preuve tragique qu'il est trop risqué de défier le système ? L'histoire s'accélère sous nos yeux et nous interpelle. Au-delà du cas burkinabé, c'est toute la question de l'innovation sous contrainte qui se pose. Transformer la crise en opportunité, oser des choix radicaux, voilà le défi lancé à l'Afrique et peut-être au monde entier. Les décisions d'aujourd'hui tracent les lignes de l'Afrique de demain. Faut-il voir dans cette marche vers l'autonomie un acte de courage ou une fuite en avant ? Le débat reste ouvert, brûlant. Une chose est sûre, dans les semaines à venir, il faudra suivre de très près l'évolution de la situation. S'informer, débattre, questionner nos propres modèles de développement. Ce que fait le Burkina Faso est risqué mais peut devenir exemplaire. L'enjeu dépasse les frontières, c'est un appel à repenser la souveraineté, l'innovation, la dignité collective, à chacun désormais de se positionner. Mais pour bien comprendre la portée et les conséquences de ce choix, il faut revenir sur certains exemples historiques, observer d'autres scénarios et proposer des étapes concrètes pour transformer la crise en opportunités réelles.
Prenons d'abord un exemple marquant, celui de l'Inde dans les années 1960. L'Inde, à l'époque, dépendait massivement des importations de blé américain et de l'aide alimentaire internationale. La grande famine menaçait. Sous la pression, le gouvernement indien et un large mouvement paysan décidèrent d'investir dans la révolution verte, amélioration des semences locales, irrigation, fertilisation naturelle. Le pays mitait sur l'innovation locale et la mobilisation communautaire. Résultat, en moins de 15 ans, l'Inde est passée du statut d'importateur chronique à celui d'exportateur de blé. Certes, la Révolution verte eut ses propres dérives, mais elle démontra qu'un pays pouvait, en misant sur ses ressources et sur la solidarité, briser le cycle de la dépendance alimentaire. Autre parallèle, Cuba à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique en 1990. Privée du jour au lendemain de pétrole, d'engrais et de pesticides étrangers, l'île connut une grave crise alimentaire. Pourtant, les Cubains ont su réagir avec créativité. Des jardins urbains ont fleuri à La Havane, la permaculture s'est imposée et l'agriculture biologique s'est développée à grande échelle. En une décennie, Cuba a réussi à assurer l'autosuffisance de sa population en légumes, grâce à des solutions purement locales et des réseaux d'entraide. Ces exemples illustrent qu'il est possible, face à l'adversité, de se réinventer. Mais cela suppose plusieurs étapes concrètes. Première étape, recenser et valoriser les savoirs locaux. Au Burkina Faso, cela implique de convoquer la mémoire des anciens, de cartographier les variétés locales de mil, de sorgho, de fonio, mais aussi les pratiques d'irrigation traditionnelles, l'agroforesterie, l'association des cultures. Par exemple, dans la région du Yatenga, l'utilisation ancestrale des cordons pierreux pour limiter l'érosion et retenir l'eau a permis, ces dernières décennies, de restaurer des terres arides et d'augmenter les rendements sans engrais chimiques. Deuxième étape, mettre en place des réseaux de solidarité et d'innovation. Cela suppose la création de coopératives à l'échelle des villages, des provinces et même entre pays voisins. Le Mali, le Niger, le Togo ou le Ghana pourraient échanger semences adaptées, techniques de compostage, outils agricoles rudimentaires mais efficaces. À l'image de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il serait possible de créer une banque des semences sahéliennes pour mutualiser les ressources et garantir la diversité génétique. Troisième étape, investir dans la formation. Il ne suffit pas de revenir aux pratiques traditionnelles, il faut aussi les adapter aux défis actuels. Des programmes de formation pour jeunes agriculteurs, des ateliers d'expérimentation agroécologique, des émissions radio bilingues sur les techniques de compostage ou de gestion de l'eau pourraient accélérer la transition. Par exemple, dans la région de Banfora, des jeunes ont déjà commencé à utiliser des applications mobiles pour cartographier les zones les plus fertiles et organiser la répartition des semences indigènes. Quatrième étape, mobiliser la diaspora et les partenaires africains. Les Burkinabés de l'étranger, souvent diplômés en agronomie ou en économie, peuvent jouer un rôle clé. Ils pourraient d'ailleurs servir de relais pour l'achat d'outils adaptés, la diffusion de technologies open source ou la collecte de fonds pour des projets communautaires. Certains groupes de la diaspora burkinabé à Paris ou Montréal ont déjà lancé des campagnes de crowdfunding pour financer des micro-barrages ou des puits de villageois. Cinquième étape, renforcer la résilience face aux chocs. Cela signifie diversifier les cultures, stocker les récoltes, mutualiser les risques. En Afrique de l'Ouest, des villages ont mis en place des greniers de la solidarité. Chaque récolte, une partie de la production est stockée dans des silos communs, permettant de traverser les saisons de soudure sans famine. Au Burkina Faso, des structures similaires pourraient s'appuyer sur des technologies simples, ventilation naturelle, matériaux locaux, pour préserver le mil et le sorgho pendant plusieurs mois. Mais chaque étape demande du temps, de la patience et une capacité à résister à la tentation du repli ou du découragement. Face aux pressions extérieures, il pourrait être tentant de revenir en arrière, d'ouvrir à nouveau les frontières aux intrants occidentaux en échange d'une aide financière ou alimentaire immédiate. Or, chaque recul fragiliserait davantage la position du pays, accentuerait la dépendance et retarderait la construction d'un modèle durable. Pour éviter cet écueil, il est essentiel de cultiver un récit commun, capable de fédérer toutes les couches de la société autour de l'objectif de souveraineté alimentaire. Ce récit doit être porté par les médias locaux, les artistes, les enseignants, mais aussi par les leaders religieux et coutumiers qui jouent un rôle crucial dans la cohésion sociale. Un autre scénario à envisager est celui d'une alliance entre pays africains confrontés aux mêmes défis.
Pourquoi ne pas imaginer, à terme, une organisation panafricaine pour la souveraineté agricole? Une telle organisation pourrait négocier les prix des intrants biologiques au niveau continental, financer la recherche sur les semences endogènes ou encore soutenir les pays en crise par des fonds de solidarité. Enfin, il faut aussi se préparer à l'inattendu. Les sécheresses pourraient s'aggraver, les invasions de criquets ou d'autres ravageurs pourraient menacer les récoltes. Pour y faire face, il serait judicieux d'investir dans la recherche appliquée, sélection de variétés ultra-résistantes, développement de biopesticides locaux, amélioration des systèmes d'irrigation goutte à goutte à partir de matériaux recyclés. Dans tous les cas, l'exemple du Burkina Faso pose une question essentielle à toute l'Afrique et au monde. Peut-on bâtir la souveraineté sans sacrifier la sécurité alimentaire à court terme? Faut-il accepter une période de turbulence pour espérer, à moyen terme, une agriculture plus autonome, plus résiliente et plus juste? Le débat n'est pas tranché. Dans certains villages, des voix s'élèvent pour demander des exceptions temporaires, des quotas d'importation ou des partenariats sélectifs. D'autres insistent sur la nécessité d'une rupture franche, sans compromis. Ce qui est certain, c'est que chaque choix, chaque compromis aura des conséquences pour toute une génération. Les scénarios sont multiples. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso parvient à stabiliser sa production, à mobiliser ses voisins et à devenir le pionnier d'une nouvelle agriculture africaine, moins dépendante, plus solidaire. Ce succès pourrait inspirer d'autres pays, du Sénégal à la République démocratique du Congo, et amorcer une vague de réformes à l'échelle continentale. Dans le pire des scénarios, la pénurie s'aggrave, l'instabilité politique s'installe et le pays doit capituler, rouvrant ses frontières aux multinationales et aux conditionnalités imposées. Un tel échec renforcerait le scepticisme international et découragerait les futures tentatives de souveraineté. Entre ces deux extrêmes, de nombreux chemins intermédiaires existent. Par exemple, certains pays asiatiques comme le Vietnam ont su combiner l'innovation locale avec des partenariats internationaux sélectifs, acceptant l'aide extérieure uniquement sous condition de transfert de technologie et de respect des savoirs paysans. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de ces modèles hybrides, négocier des alliances sur la base d'un respect mutuel, investir dans des centres de recherche nationaux et créer des circuits courts reliant directement producteurs et consommateurs. Au niveau individuel, chaque famille burkinabé peut contribuer à la résilience collective, cultiver un petit potager, participer à la vie d'une coopérative, transmettre les savoirs anciens aux jeunes générations ou encore documenter les expériences réussies pour les partager avec d'autres villages. Sur le plan politique, le gouvernement pourrait lancer une grande conférence nationale pour la souveraineté alimentaire, réunissant experts, paysans, entrepreneurs, jeunes et femmes, afin de définir ensemble une feuille de route réaliste et ambitieuse. En conclusion, ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas seulement une crise, c'est une expérience grandeur nature, un laboratoire à ciel ouvert pour repenser l'agriculture africaine et la relation entre autonomie et solidarité. La route sera longue, semée d'embûches. Mais chaque pas, chaque innovation, chaque geste de solidarité écrit une page nouvelle de l'histoire du continent. À chacun de s'en inspirer, de soutenir l'effort collectif et de croire, malgré les doutes, qu'un autre avenir reste possible. Le Burkina Faso n'a pas choisi la facilité, mais il rappelle au monde entier que la liberté, la dignité et la souveraineté ont un prix. Parfois, il faut oser le payer, pour offrir à ses enfants un lendemain plus libre et plus juste. Voilà la question qui nous est laissée en héritage. Serons-nous demain les témoins passifs d'une nouvelle dépendance ou les bâtisseurs actifs d'une souveraineté partagée? À chacun de choisir sa